thème dans la recherche corporelle. Ce qu'on appelle le corps, c'est une représentation. C'est un schéma qui s'inscrit dans le cerveau très jeune. Et généralement, quand on dit je sens mon corps, en réalité, ce qu'on sent, c'est ce schéma. Donc on ne sent pas le corps, on sent un schéma. Donc, pour le mot corps subtil, c'est une expression un peu imaginaire, mais ça veut dire qu'on va mettre en question ce schéma. C'est-à-dire qu'il y a d'autres possibilités tactiles que la sensation de sentir un corps qui s'arrête à la surface de la peau, etc. Donc quand je vais explorer l'espace, quand je vais explorer le souffle, quand je vais explorer les différentes possibilités tactiles, je vais m'apercevoir qu'il y a d'autres sensibilités. Je m'aperçois que je peux faire des mouvements. Alors qu'on le dise par le corps subtil, qu'on le dise mentalement, c'est la même chose. C'est une manière de parler. C'est la même chose que qu'un skieur maintenant prépare un championnat, il va en haut de la pente et mentalement il fait toute la descente. Jessie Norman, en fin de vie, en temps réel, elle allait dans la salle de l'opéra et pendant les 4 heures, mentalement, elle chantait sans chanter. Mentalement, c'est la même chose. Alors est-ce que c'est le corps subtil? Est-ce que c'est... pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. En vérité, c'est des régions du cerveau qui sont généralement peu employées. Donc le cerveau est très peu utilisé, on emploie extrêmement peu de possibilités. Donc il y a en nous d'autres possibilités tactiles de sentir le corps que de manière de densification, tension, contraction, défense. Donc ce qu'on appelle le corps subtil, ça voudrait dire trouver d'autres zones tactiles qui sont disponibles quand les zones de densité, de pesanteur, de pression, de lourdeur sont atténuées. C'est pour ça qu'on va vous demander souvent de déposer, on va déposer un bras sur l'espace, on va déposer le bras sur le sol, mais quand quelque chose est déposé, c'est mort. Ensuite, il faut l'habiter. Et ensuite, on va sentir, etc. On va habiter. Le corps doit être habité. On dépose d'abord la densité sur les points de contact, et ensuite, quand la densité a quitté, il y a une espèce d'intensité tactile, un peu comme une effluve tactile qui se répand dans le corps, et vous allez sentir cet effluve ne s'arrête pas au corps. C'est un peu comme quand vous voyez une femme qui vous attire, 3 mètres, vous sentez déjà la personne, ou un arbre qui vous attire, c'est la même chose. Donc, voilà, avant de toucher l'arbre, on sent l'arbre, et ensuite le contact physique, c'est une forme de prolongation. Donc, c'est ces éléments-là, c'est des éléments organiques. Certainement, dans les temps futurs, on pourra expliquer ce qu'on veut dire par corps subtil avec une imagerie cérébrale. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, prenez pas le mot corps subtil de manière spirituelle, de manière romantique, de manière imaginaire, mais comme une autre possibilité tactile d'explorer ce qu'on appelle le corps, ce qui plus tard, vous verrez, ne veut rien dire, ce qu'on appelle le mot corps ne veut rien dire, puisque généralement on représente comme étant le corps de manière cérébrale. C'est une sensation de localisation, de densité, de pesanteur, de je me sens ici, je suis ici, voilà la preuve, je suis là, je touche le sol, voilà, je sens le corps. Un jour je m'aperçois que c'est un imaginaire, une fabrication, il y a autre chose qui est là, qui est beaucoup plus vivant, beaucoup plus tactile, beaucoup plus souple, beaucoup plus élastique. Et cette élasticité qu'on va développer sur le plan tactile. Et ensuite, il y a ce qui nous intéresse surtout, c'est cette corrélation sur le plan psychologique. Parce que la sensation d'un corps dense, d'un corps de défense, d'un corps de sécurité, va avec un mental de préhensivité, d'affirmation, de mémoire. Et quand le corps devient souple, devient aérien, devient élastique, le mental devient également élastique. Donc on perd ses certitudes, on perd ses opinions, on perd son savoir, et l'écoute, le non-savoir, devient beaucoup plus vivant. Et c'est ça qui nous intéresse.
Nous, on passe par le truchement tactile du corps, mais ce qui nous intéresse, c'est la transformation à un niveau affectif, à un niveau psychologique. Je ne sais pas si ça a à voir avec ça, mais je me suis aperçue que quand on s'endort, au moment de s'endormir, quand il y a un son quelque part, peut-être à l'autre bout de la pièce, on a l'impression que ce son tombe dans le corps, comme si le corps, au moment de s'endormir, s'était dilaté dans toute la pièce. Absolument. Si on s'endort fonctionnellement, c'est-à-dire si on dépose son corps, la densité, etc., le passé, la journée, tout meurt, vous devez vous mettre à nu pour dormir. Et à ce moment-là, ce qui apparaît ici. C'est un peu... Mais c'est toujours le cas. Quand vous entendez une cloche, vous dites j'entends la cloche, elle est à 5 km. Non, non, le son il est ici. C'est une représentation cérébrale de dire j'entends une voiture à 5 km, à 10 km. On l'entend toujours ici. Quelle que soit la source sonore, on entend ici. Donc, à un moment donné, on travaille sans représentation. Et à ce moment-là, le corps devient comme une immense oreille. Et effectivement, les sonorités, ou les odeurs, les goûts, etc., apparaissent dans cette immense écoute, mais qui n'est plus un ici localisé, qui est un ici partout. Et finalement, il faut s'endormir comme ça, et si on s'endort comme ça, le matin, progressivement, le corps se réveille, la pièce se réveille, le monde se réveille, l'image se réveille. C'est pour ça que le moment de s'endormir est très important. Pas s'endormir dans le corps, jamais s'endormir fatigué. Quand on est fatigué, on doit défatiguer le corps avant de dormir. On prend une douche froide, il y a différentes possibilités. Mais ensuite, je dois lever la fatigue et ensuite je m'endors clairement, intensément. C'est très important comment on s'endort. Moi, j'aimerais bien trouver l'éveil. Je fais comment? Il faut aller voir un éveillé. Il y a de très nombreux cas sur le marché. Il faut aller voir un éveillé? Sûrement. On fait comment pour le trouver? Je pense que Internet, c'est la meilleure manière. Comment on peut être sûr que la personne est éveillée? Si je sais pas ce que c'est. Si la personne le dit, il faut avoir une attitude de confiance. Ensuite, vous allez explorer, vous verrez bien. Et alors, on peut faire du yoga pendant 20 ans, de la méditation pendant 20 ans, et puis finalement on trouve. Mais le yoga n'a jamais été fait pour arriver à un imaginaire. Et la méditation, c'est un concept de Mathieu Ricard, ça n'existe pas. Il n'y a pas de méditation. Il y a cet état organique, naturel, d'écoute, de présence. La méditation formelle, c'est une forme de romantisme, c'est une forme de fuite. Mon maître disait, la méditation, c'est ne pas prendre le train. Il n'y a rien à faire pour ne pas prendre le train. Ce n'est pas une activité, la méditation. Et l'éveil, ça existe vraiment? Je pense que c'est une catégorie commerciale comme la méditation. Donc c'est pas la peine de chercher. Mais surtout que vous cherchez dans votre mémoire. Donc vous allez uniquement rencontrer ce que vous connaissez déjà. Vous ne pouvez jamais découvrir l'inconnu. C'est pas possible. Tout ce que vous pensez, c'est votre mémoire. Donc la pensée ne contient pas ce que vous cherchez. Comme vous pouvez chercher que dans la mémoire, effectivement, chercher, c'est une forme d'éloignement. Mais pourquoi chercher quoi que ce soit? La vie est maintenant, elle est dans l'instant, elle est dans cette écoute, dans cette simplicité. Il n'y a rien à fabriquer. Pourquoi vous la cherchez quoi que ce soit? C'est une forme de mépris de la vie finalement. Ça va pas ce qu'il y a maintenant? Vous pensez vraiment qu'il manque quelque chose? Quand je pense pas, quand j'attends rien,
quand je mémorise rien, qu'est-ce qui manque? L'intensité de la vie, elle est maintenant, elle n'est pas demain, elle n'est pas quand vous serez éveillé. Qu'est-ce qui manque maintenant? C'est une forme de romantisme de chercher quelque chose. Chercher l'éveil, c'est comme chercher la femme de votre vie, ou le travail de votre vie, ou le gouvernement de votre vie. Une forme de romantisme. Il n'y a rien à chercher. Vous devez vous donner totalement. Vous n'avez pas le temps de chercher. Vous allez peut-être avoir une crise cardiaque pendant ce séminaire. Alors, vous avez raté votre vie. Vous allez peut-être vous faire écraser demain en allant au plan d'eau. Vous n'avez pas le temps de chercher. Celui qui cherche, il commande un fantasme. Vous êtes sûr de votre vie? Vous avez le temps vraiment de méditer, de faire du yoga, toutes ces choses? Il n'y a pas le temps. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas le temps? Vous donnez totalement l'intensité du présent. Ne misez pas sur le futur. Le futur, c'est misérable. Le futur ne peut rien pour vous. Le futur, c'est un fantasme, ça n'existe pas. Il n'y a que l'instant. Tout le reste, c'est du romantisme. Je suis constamment en train de m'enfuir de l'instant. Demain, je serai réalisé, demain je serai heureux, demain je serai riche, demain je serai ceci, cela. Pourquoi attendre? Il y a une fuite. Une de peur finalement, de rien être. L'éveil, ce n'est pas une addition, c'est une soustraction. Vous n'allez pas être plus, vous allez être moins. Vous n'allez pas avoir plus de sécurité, vous allez avoir moins de sécurité. Vous n'allez pas savoir plus de choses, vous allez savoir moins de choses, parce qu'il n'y a rien à savoir. Donc la vie n'est de rien. Je m'excuse. La vie n'est de rien. Enfin, c'est le rien qui prédomine. Vous savez, le mot vie, c'est quoi? C'est un concept. Est-ce que ce qu'on voit, c'est réel ou c'est pas réel? Est-ce qu'un arbre c'est réel? Est-ce que les images sont réelles? Ce que vous voyez est totalement imaginaire. Ça dépend de votre état affectif, de votre système cérébral. C'est une invention cérébrale. Votre système visuel, gustatif, olfactif, auditif, vos convictions, vos préjugés, et tout ça vous fait dire je vois ceci, vous ne voyez rien du tout. Vous projetez. Les couleurs que vous voyez sont celles de votre rétine, il n'y a pas de couleur, la couleur n'existe pas. Vous voyez en couleur, tout ce que vous voyez c'est bidon. La couleur n'existe pas, c'est une invention totalement de la rétine. Alors moi-même, j'existe pas, donc j'existe pas. Ce que vous appelez vous-même, c'est un fantasme, bien sûr, ça n'existe pas. C'est une représentation. Prenez du LSD, vous allez voir tout à fait autre chose de vous-même. Ce ne sera pas plus vrai, ce ne sera pas plus faux. Bien sûr, ce que vous pensez de vous-même, que vous pensiez être un homme brillant, que vous pensiez être un imbécile, ça n'existe pas, c'est une représentation. Que vous pensiez que vous avez réussi votre vie, vous avez raté votre vie, c'est une représentation. Tout ce qu'on peut penser est une représentation idéologique. Vous n'êtes pas ce que vous pensez. La pensée est purement cérébrale. Mangez telle chose, vous fumez telle chose, vous prenez telle drogue, on stimule votre cerveau de telle ou telle manière, vous allez penser ceci, penser cela. Tout ce que vous voyez du monde, c'est une représentation
Chaque personne voit le monde différemment. Un communiste voit le monde différemment d'un fasciste, un chrétien différemment d'un musulman. Tout est représentation. Bah, quand que soit un chrétien, soit un musulman, il est unique. Bon. Bon, je sais pas si je m'exprime bien. Ce qu'on appelle le monde, c'est une projection. Le monde pour un Américain, pour un Iranien, c'est pas le même monde. Le monde pour un Palestinien, pour un Israélien, c'est pas le même monde. Le monde pour un Pakistanais, pour un Indien, c'est pas le même monde. De quel monde on parle? C'est toujours un monde idéologique. Si vous demandez à un jeune homme amoureux comment est le monde, il va vous dire c'est merveilleux. Et puis quand il a un cancer, quand on vient d'égorger sa fiancée, on va dire alors qu'est-ce que c'est la vie? Il va dire c'est terrible. Alors la vie c'est terrible ou c'est merveilleux? Tout ce qu'on pense est une représentation de notre état affectif. Alors, est-ce que je peux rencontrer quelque chose sans la pensée, sans l'état affectif? Justement, c'est ça la démarche du yoga. C'est un questionnement. Est-ce que je peux rencontrer une perception sans interpréter cette perception, positif, négatif, agréable, désagréable, sans la pensée? Donc, finalement, la démarche du yoga, c'est uniquement ce questionnement. Mais que ça devienne un vécu et non pas un concept. Et comment faire la différence entre le vécu et le concept? Il n'y en a pas, le concept c'est un vécu. Mais le concept n'est pas négatif, il ne faut pas le voir de manière négative. Mais se rendre compte que tout ce qu'on pense est une représentation de notre état affectif. Pensez quelque chose, on prend un marteau, on vous brise le genou, vous allez penser autre chose. Voilà, quelle est la pensée juste? Il n'y en a pas. La pensée dépend de notre état physique, de notre état cérébral, de notre état affectif. Donc on enregistre ces éléments. Et on s'aperçoit que la pensée est très rarement libre d'état affectif. Quand vous regardez votre vie passée, vos problèmes affectifs que vous avez eu il y a 10 ans avec telle ou telle personne, vous allez vous rendre compte que sinon il n'y avait pas vraiment de problème. Et pour vous à l'époque c'était tellement difficile. Mais quel est le problème maintenant? Il n'y avait pas de problème. Quand vous avez des enfants, la première fois que votre fille, votre garçon tombe amoureux, puis ça tourne mal, vous voyez cet adolescent qui est complètement perturbé, qui est prêt à se suicider parce que son petit ami a couché avec le voisin ou la voisine, et vous regardez la situation, vous ne comprenez pas pourquoi. Quel est le problème? Il n'y a pas de problème. Mais pour la personne, c'est dramatique. Cette personne va grandir, va mûrir, et à un moment donné, quand son ami couche ou non avec la voisine, elle ne saura même pas ce que ça veut dire. Pourquoi? Parce que l'élément affectif, c'est réduit. Donc, notre manière de voir le monde est entièrement conceptuelle, et ce n'est pas une critique, c'est évidemment une observation, c'est une création de notre cérébralité. La même chose qui vous réjouit un jour, quand vous offrez des fleurs à une femme, quand la femme est amoureuse de vous, elle est touchée, elle est complètement dans un état d'extase parce que vous avez offert des fleurs. Et puis quand vous vous séparez, etc., si vous lui offrez des fleurs, elle va sentir ça comme une agression. C'est les mêmes fleurs, la même couleur. Vous avez payé le même prix.
Mais il y a 2 ans, c'était une preuve d'amour, et maintenant, c'est une preuve de perversité d'offrir encore des fleurs. Les fleurs, c'est des fleurs. Et le psychisme humain, dans sa pathologie, imagine les fleurs comme étant une chose extraordinairement une forme d'amour, comme étant au contraire une forme de vulgarité, de stratégie, etc. Bon, on doit voir comment on fonctionne. Joyeusement. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le choix. Je ne peux pas fonctionner autrement que comme je fonctionne, mais je peux le voir. On voit comment on fonctionne, mais est-ce qu'on cherche à s'améliorer ou est-ce que ça n'a aucune importance? L'amélioration, c'est une forme d'imaginaire. Ça veut dire savoir ce qui est juste. Qu'est-ce qui est juste ? Ce qui est juste, c'est une représentation religieuse, idéologique. Mais si vous n'avez pas d'idéologie, vous n'avez pas de juste ou d'injuste. Qu'est-ce qui est juste ? Vous savez vraiment ce qui est juste, ce qui est injuste ? Moi, je ne sais pas ce qui est juste ou injuste. On voit ce qui arrive. Qu'est-ce qui est vraiment juste ? Si vous êtes fasciste, si vous êtes communiste, si vous êtes chrétien, si vous êtes hindou, vous savez ce qui est juste et injuste. Si vous êtes israélien ou palestinien, vous savez quelle est la juste frontière. Mais sinon, moi je ne sais pas quelle est la juste frontière du Cachemire. Je comprends le point de vue pakistanais, je comprends le point de vue chinois, je comprends le point de vue indien. Ces 3 points de vue, de leur point de vue, paraissent justes. Mais si on n'a pas de point de vue, moi je ne sais pas quelle est la juste frontière. Donc le juste et l'injuste, c'est uniquement une question idéologique, elle est respectable. Mais à un moment donné, on ne se situe pas dans une idéologie, on comprend l'idéologie de l'autre. Moi, je comprends les gens d'extrême droite, les gens d'extrême gauche, mais je n'ai pas d'idéologie. Pourquoi faire ? Dans l'idée de s'améliorer, c'est une forme de... C'est respectable, mais c'est une forme de romantisme. Et c'est toujours dans un sens idéologique. Si vous rentrez dans la SS, il y avait effectivement un travail d'amélioration, de purification. C'est respectable. Mais pour moi, c'est idéologique. Parce qu'on a une forme de responsabilité. Mais vous croyez quand même pas que vous êtes responsable de vos actes. Vous êtes responsable de votre intelligence, de votre sensibilité, de votre état corporel. Vous êtes responsable de quoi ? C'est complètement imaginaire. Vous êtes responsable, si votre mari vous trompe, de faire une dépression ou d'être complètement inaffecté. Vous êtes responsable quand vous voyez un enfant se faire écraser, de vous évanouir à la vue du sang, au contraire, d'avoir une adrénaline qui se déploie en vous, d'être vraiment actif. Vous êtes responsable de votre sexualité, de vos goûts sexuels. Vous avez décidé ça ? De quoi vous êtes responsable ? La responsabilité, c'est une valeur juridique, mais ce n'est pas une valeur psychologique. On n'est responsable de rien. Si on vous agresse dans la rue, vous allez répondre selon vos capacités. Mais moi j'ai d'autres capacités, on va répondre différemment tous les deux. On n'est pas responsable de nos capacités. Donc la responsabilité, c'est une valeur sociétale, c'est une valeur juridique, mais il n'y a pas de responsabilité psychologique. Vous n'êtes pas responsable de votre capacité. Quand la société juge que vous êtes responsable ou non, c'est ses critères. Chaque société a des critères légèrement différents sur qui est responsable, ce qui ne l'est pas. Donc vous allez payer différemment ce qu'on va appeler vos actes. Mais au niveau psychologique, qu'est-ce que c'est votre responsabilité ? C'est complètement imaginaire. Et c'est très important de se rendre compte de ça, parce que tant qu'on s'en responsable, on est de la pâture pour les psychologues. On nourrit les psychologues. Et la culpabilité. Si je suis responsable, je me sens coupable. Mais quand je me rends compte que j'ai aucune responsabilité, parce que j'ai aucune autonomie dans ma manière d'être,
qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme responsabilité? S'il n'y a pas de responsabilité, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme culpabilité? On ne peut pas se sentir coupable de quoi que ce soit. On ne peut pas se sentir fier de quoi que ce soit non plus, parce qu'on n'est pas responsable de nos capacités. On est toujours plus courageux que quelqu'un, on est toujours plus lâche que quelqu'un d'autre. C'est un problème de comparaison. Donc, à un moment donné, il n'y a pas d'appropriation possible. Mais c'est normal que la société ait des critères de jugement. Moi, je n'ai aucun problème que la police dise la limitation juste c'est telle vitesse, et qu'en Allemagne on dit c'est telle vitesse, et puis en Amérique c'est telle vitesse, et en Chine c'est telle vitesse. Moi je ne sais pas ce qui est juste, je pense que tout est juste. Du point de vue de celui qui impose une législation. Mais je ne me sens pas... Je ne suis pas cette législation. Je la respecte ou non. Je ne la respecte pas, je paie les conséquences. Mais je n'ai pas de querelle possible avec une loi. Ça ne veut pas dire que je respecte la loi. Mais si je ne la respecte pas, je n'ai pas de problème psychologique avec les conséquences. Et si je la respecte, ce n'est pas parce qu'elle est juste, c'est parce qu'elle me paraît fonctionnelle sur le moment. Je ne sais pas ce que c'est une loi juste, je ne sais pas ce que c'est une loi injuste non plus. Le juste et l'injuste, c'est de penser, de se prendre pour un lion et penser que c'est juste de manger une gazelle, ou de se prendre pour une gazelle et penser que c'est injuste que le lion la mange. Mais si on se prend pour rien, on comprend le point de vue de la gazelle quand elle est mangée par le lion, et on comprend le point de vue du lion quand il mange la gazelle. Mais j'en déduis pas quelque chose de bien ou de mal. Je comprends que le lion le voit comme un bien, que la gazelle le voit comme un mal. Mais c'est des points de vue. Moi, je vois ni bien ni mal dans la situation. Sans idéologie, il n'y a pas de possibilité de bien ou de mal. Par contre, la société est tout à fait a le droit de décider pour la cité, on est obligé d'avoir une limitation de vitesse, que les gens sont trop stupides pour conduire correctement. Donc, au lieu de dire aux gens, quand il y a quelqu'un qui traverse, on s'arrête, on met des feux rouges. Et même quand personne traverse, on s'arrête, c'est stupide. Mais l'être humain est tellement ridicule que s'il n'y avait pas de feu rouge, on écraserait plus de monde. Donc les gens ne comprennent pas que quand quelqu'un traverse, il faut s'arrêter, on met des feux rouges. Ça répond à on va dire, la bêtise ambiante de la société. C'est pas grave. Mais c'est pas juste. C'est ce que c'est. Donc la responsabilité, c'est une valeur juridique, mais il n'y a aucun autre poids. Et quand vous comprenez ça profondément, vous ne pouvez plus avoir de culpabilité, ce qui est très important. Quelqu'un qui n'a plus de culpabilité est vraiment libre, parce qu'il ne projette plus un échec, ni une réussite. Il ne projette vraiment rien. Passé, c'est fini, c'est mort. Ça n'existe pas. Le futur, c'est une hypothèse, ça n'existe pas non plus. Et sans passé, sans futur, vous avez cette intensité du présent. Là, sur un certain plan, vous êtes vraiment responsable. Pas personnellement, mais vous occupez un poste de totale responsabilité, sans aucune responsabilité. Mais par exemple, quand on fait un geste qu'on regrette, on a du mal à faire ça, ne pas se sentir coupable, ne pas se sentir la responsabilité. Bien sûr, c'est un schéma très, très marqué, mais quand on fait un geste, on l'assume. Il n'y a rien à regretter. Si on écrase quelqu'un en voiture, je comprends très bien que la famille de cette personne m'en veuille, etc. Et je comprends très bien que s'il faille, pour des raisons pédagogiques vis-à-vis de ces gens-là, je dis à cette personne, je m'excuse. Mais moi, je ne m'excuse jamais. Je ne m'excuse jamais intérieurement. Si j'écrase quelqu'un, je l'assume. Je ne m'excuse pas. J'assume la chose. Mais par contre, pour me mettre au niveau des gens qui vivent dans un imaginaire, il y a des gens à qui il faut dire je m'excuse, alors on le dit. Et ça, c'est vrai. Des fois, dans la rue, il y a des gens qui vous bousculent, on dit je m'excuse. Ça leur fait plaisir. Ça évite une problématique. C'est pas... Mais intérieurement, on ne s'excuse pas. Parce
qu'on n'est pas responsable. Donc, quand vous faites un geste, que vous dites que vous avez regretté, si vous pensiez, vous pouviez être autrement. Regardez mieux, vous ne pouviez pas ne pas faire ce geste. Vous ne pouviez pas ne pas réagir comme ça. Vous ne pouviez pas ne pas agir comme ça. On a touché en vous quelque chose, intérieurement, et vous avez réagi comme ça. On tape avec un marteau sur votre genou, le tibia se lève, ça ne peut pas être autrement. Si je dis certaines choses et je vous demande certaines choses, vous allez réagir, ça ne peut pas être autrement. Pour l'instant. Dans d'autres temps, je vous dirai les mêmes choses, je ferai les mêmes choses, vous allez moins réagir, on n'est plus réagir. Mais ce n'est pas un choix. Il y a des choses qui vous faisaient réagir avant, maintenant vous ne réagissez plus. Et maintenant il y a des choses qui vous font réagir, qui un jour vont plus vous faire réagir. Mais vous ne pouvez pas ne pas faire ce que vous avez fait. Il faut vraiment l'accepter. Pas l'accepter moralement. La moralité, ça n'a pas de sens, mais l'accepter fonctionnellement. Il faut assumer ce qu'on fait. On écrase quelqu'un, on écrase quelqu'un. Il faut le faire clairement, intensément. Ensuite, on s'adapte à la société autour. Comme la société est moralisatrice, vous pouvez des fois faire semblant de regretter. Si un juge, si vous passez devant un juge, les juges sont des gens d'extrême prétention et les juges aiment bien que les gens s'excusent. Donc, pour éviter de passer 20 ans en prison et en passer que 10, vous allez dire je m'excuse, je regrette, je n'aurais pas dû, et vous allez 10 ans en prison. Si vous dites au juge j'assume ce que j'ai fait, j'ai écrasé cette personne, c'est comme ça, je devais l'écraser, vous prenez 20 ans. Donc, par respect pour la stupidité du juge, vous allez vous excuser, ça c'est fonctionnel. Il n'y a aucun problème, on doit s'adapter toujours à l'environnement, à la capacité intellectuelle de l'environnement. Mais intérieurement, moi je m'excuse de rien, quoi que je fasse. Si j'écrase quelqu'un, je ne m'excuse pas intérieurement. Je peux m'excuser extérieurement. Tout ce que j'ai fait, tout ce que je fais, je le revendique. Pourquoi est-ce que ça ne peut pas être autrement ? Et à un moment donné, c'est pour ça qu'on n'a rien fait. Parce que ce n'est pas nous qui agissons, c'est la vie qui agit à travers nous. On n'a jamais rien fait. Quel que soit ce qu'on a fait, on n'a pas fait. Ça s'est fait malgré nous. Vous n'avez jamais été ni intelligent ni stupide. Vous n'avez jamais été ni juste ni fausse. Ça, c'est une interprétation. La vie s'incarne à travers nous dans des situations qui sont jugées par l'environnement comme justes, comme faux, et qui sont jugées par nos propres restrictions intellectuelles comme justes, comme faux. Mais ce n'est pas parce que je juge que c'est faux, ou que je juge des fois que c'est juste ou que c'est faux. Il y a des gens qui tuent leur femme par amour, ils pensent que c'est juste. Pour moi, c'est pas pour ça que c'est juste. Donc penser que c'est juste, c'est inutile. Penser que c'est faux, c'est inutile. On ne pense pas. Il y a une clarification, il y a une intensité qui est là. Il n'y a rien à regretter. C'est important de ne rien regretter. Ce qui arrive ne peut pas ne pas arriver. Voilà, c'est comme ça. C'est purement scientifique. Une situation qui arrive ne pouvait pas ne pas arriver. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc on doit l'accepter. Et pas l'accepter moralement, encore une fois, pas l'accepter comme un chrétien dit je dois l'accepter. Non, on ne doit rien accepter. Mais l'accepter fonctionnellement. C'est arrivé, oui, mais voilà. C'est comme quand vous avez un ami qui meurt, c'est comme ça on l'accepte. Vous verrez à un moment donné l'idée de vous culpabiliser parce que vous avez fait ça, ou de vous enorgueillir parce que vous avez fait ça, ça quitte complètement. Vous ne pouviez pas faire autrement que ce que vous avez fait. Mais peut-être, dans un certain temps, la même situation ne créera pas la même réaction. Avant telle situation, vous vous rendez vraiment agressif, et peut-être en 3 mois, la même situation ne va plus vous rendre agressif. Ça, c'est possible, ça, on se rend compte. Mais quand la situation vous rend agressif, vous n'y pouvez rien. Voilà, à cette époque, telle situation me rendait vraiment agressif, me rendait vraiment triste. Puis un jour, je me rends compte que la même situation me rend plus triste du tout, me rend plus agressif du tout. Pourquoi ? Parce que mon écoute a changé. Je deviens plus disponible à ce qui est là. Ça, on peut se rendre compte. Mais il n'y a rien à regretter.
Même des gens qui ont été blessés, c'est comme ça ne pouvait pas être autrement. Il faut l'accepter. Quand on monte dans une voiture, on est prêt à écraser des gens. Si on ne va pas écraser des gens, on ne monte pas dans une voiture. Il faut l'accepter. Et dans votre vie, il y aura des tas de gens qui vont être heurtés par vous, qui vont se sentir abusés par vous, qui vont se sentir méprisés par vous, etc. Il y en a d'autres qui vont vivre autrement. Il faut l'accepter aussi. Il y a toujours des gens qui vous détestent, il y a toujours des gens qui vous méprisent, il y a toujours des gens qui... Ça fait partie de la vie. Quand vous vous rendez compte que vous n'avez aucune autonomie, que ce que vous pensez est totalement conditionné, ce que vous sentez est totalement conditionné, ce que vous faites est totalement conditionné, vous n'avez plus le moindre commentaire sur vous-même. Parce qu'il n'y a pas de soi-même. Ce que vous êtes, c'est la vie, c'est votre culture, c'est toute votre génétique qui s'incarne comme ça. Ce que vous avez fait, c'est la faute de votre grand-mère, de votre arrière-grand-mère, de votre arrière-arrière-grand-père. Et si vous allez plus loin, vous allez arriver à Adam et Ève, vous arrivez au bon Dieu. Il y a toujours une cause, il y a toujours un passé. Donc vous n'appropriez pas l'action. Vous n'avez rien fait. Un mouvement est passé à travers vous. Il y a des gens qui ont été heurtés par ce mouvement. Tout va bien. Il faut l'accepter. C'est important d'accepter les gens qui vous détestent et les gens qui vous aiment. Les deux ne parlent que de leur imaginaire. Et derrière l'être imaginaire que nous sommes, on est qui? C'est une bonne question.
que chanter le mantra Om fait partie de la pratique du yoga du Cachemire? Chanter le mantra demande une extraordinaire pratique. La prononciation des labiales, gutturales, palatales doit être vraiment apprise de manière traditionnelle. C'est un art qu'on ne connaît pas en Occident. Si vous vivez longtemps à Bénarès, que vous appreniez la prononciation des différents phonèmes, a une valeur. Chaque partie du mot homme doit être raisonnée à différentes régions du corps, etc. C'est un art d'une extrême complexité qui est tout à fait traditionnel, qui fait partie du yoga du Cachemire. C'est plutôt d'autres mantras qui vont être utilisés au Cachemire, mais celui-là est toujours considéré comme le son primordial. C'est le seul son, le seul mantra qui traverse les 3 états, le Om, Pranava. Mais ça demande un énorme travail. Ce qui est prononcé mécaniquement dans les écoles du yoga, le Om, Om, Om. Ça n'est pas des mantras, ça pourrait éventuellement se rattacher à ce qu'on appelle les kirtans ou les bhajans en Inde, qui sont des répétitions plus ou moins organiques, qui amènent une forme de tranquillisation des gens, pour des gens agités. C'est pas faux. C'est pour ça que toutes les religions affectives, que ce soit les dires islamiques, que ce soit chez les chrétiens, les messes, les chants amènent une forme de pacification. Mais c'est extrêmement limité. Vous sortez de l'église, vous sortez du chant des kirtans, des bhajans dans un ashram en Inde, et vous êtes un peu tranquille, mais dès que quelqu'un va se moquer de l'image de vous-même, vous allez revenir à la même pathologie, à la même défense, à la même affirmation. Mais ça a une valeur religieuse. Dans le Shiva du Cachemire religieux, ça a tout à fait sa place. C'est pas ce dont on parle ici. Et pour la prononciation purement métaphysique des mantras qui existent dans l'approche cachemirienne, ça demande un travail. Il y a quelques personnes qui l'enseignent en Europe. Il y a, plutôt en Inde, il y a Mark Dikowski à Bénarès qui enseigne, il y a Boris Madjanovic à Mysore qui enseigne également. Il y a Bettina Baumer à Bénarès également qui enseigne ces prononciations. Ça demande de passer de nombreuses années en Inde. C'est tout à fait traditionnel. Mais pour celui qui voudrait se priver de cet apprentissage rituel, à ce moment-là, on rentre une forme d'imaginaire. Le sanskrit est une langue orale, ça doit être appris par la répétition, non pas par la grammaire. Donc ça demande un travail très spécifique. On vous donne quelques mots, vous les répétez, quelques semaines, d'autres mots, quelques semaines, d'autres mots. Après des mots font des phrases, après les phrases font des slokas, après des slokas, etc. Et longtemps après, la prononciation, les sens, les premières racines vous sont données, etc. Mais le sanskrit, c'est ce qu'on a dit l'autre jour, c'est la shruti, c'est entendu, on doit entendre le sanskrit. Ça se lit pas, ça s'entend. Donc c'est un apprentissage extrêmement spécifique qui demande une vie qui ne correspond pas aux Occidentaux qui vivent ici. Mais on peut le faire. Mais il faut vivre là-bas. Mark Dikowski, ça fait 30 ans qu'il est à Bénarès, Bettina Baumer, ça fait 40 ans qu'il est à Bénarès. Donc leur prononciation a une qualité tout à fait juste. Je voulais vous demander, Eric, j'entends parler de vibration et puis d'énergie. Je me demandais si pour vous il y avait une différence ou si vous avez quelque chose à nous expliquer par rapport à ça. Et puis aussi ce que je constate dans le travail, c'est que c'est quelque chose qui peut apparaître à certains moments quand on a pu déposer
Vous savez, les mots n'ont pas de sens. Donc le mot énergie, le mot vibration, c'est des mots qu'on emploie. Des fois on le formule d'une manière, des fois d'une autre. Mais ne cherchez pas le sens des mots, cherchez ce que vous ressentez. Et ce que vous ressentez, il n'y a pas à l'exprimer. Il faudrait perdre l'habitude de vouloir exprimer ce qu'on ressent. En Californie, peut-être ça a sa place, mais ici, il n'y a rien à exprimer, il n'y a rien à penser. Vous devez rester en deçà de la pensée, en deçà de l'exprimable. Si votre chien vous demande alors qu'est-ce que tu sens quand tu fais l'amour, ça ne va pas être facile non plus de décrire. Donc là, on arrive dans des domaines purement tactiles, purement du ressenti, dans les mots, l'expression. Peut-être c'est un don poétique, il y a des gens qui ont un don pour la parole, qui arrivent à dire des choses, mais franchement, ça a peu d'intérêt. Ce qui est important, vous vous rendez compte, voilà, des fois, après des moments d'écoute, il y a cette espèce de pulsation, de vibration que vous allez sentir, soit dans les oreilles, puis autour de la tête, après dans tout le corps, après dans l'espace. Des fois, il y a plutôt comme une forme de chaleur, un fourmillement, comme un dressage, comme une forme d'élasticité qui se fait, comme on va le décrire comme forme d'énergie, etc. Le décrivez pas, restez dans le ressenti. Au plus le ressenti va s'étoffer, sans la pensée, au plus vous allez comprendre, quand vous allez lire ensuite les textes traditionnels, ou regarder l'art traditionnel, plus vous allez comprendre pourquoi en Afrique noire, dans le centre de l'Afrique, on a représenté des fois un lézard qui monte derrière la tête, qui coiffe la tête du masque du sorcier, pourquoi en Inde on a représenté ça sous forme de serpent, pourquoi on a représenté, il y a de tas de manières de représenter l'énergie, mais il n'y a pas de lézard, il n'y a pas de serpent. Il y a quelque chose qui est... Si on doit décrire ça à quelqu'un qui ne le connaît pas, voilà, il y a plein d'images possibles. Les chrétiens le décrivent autrement. Les musulmans le décrivent autrement. Non, la carte, ce n'est pas le territoire. Donc, sauf si vous avez un besoin poétique d'exprimer les choses, qui est tout à fait légitime, ne cherchez pas le juste mot, parce qu'il n'y a pas de mot, justement. Vous allez travailler de plus en plus sans mots, vous allez découvrir des tas de choses impensables, et quand vous allez les vivre, on ne peut rien dire. C'est tellement à la surface ce qu'on peut dire. Tout le travail vous amène dans un non-dit complètement vivant. C'est pour ça Ezra Pound, à un moment donné, a arrêté de parler. Quand on voit la dernière question qu'on a posée à Ezra Pound, un journaliste pose la question, alors j'oublie la question, et il regarde le journaliste, il reste en silence, il n'a jamais plus parlé. Après on l'a mis à l'hôpital psychiatrique, il n'a pas ouvert la bouche, il n'a vraiment rien à dire. Alors on n'est pas obligé de le faire comme ça. Même si c'est tout à fait respectable. Mais ensuite, vous ne parlez pas pour exprimer ce que vous avez vécu, vous parlez pour respecter la convivialité de la simplicité ambiante, on va dire. Donc, vous parlez à votre chien, votre chat, votre mari, au voisin, au policier qui vous arrête, au inspecteur des impôts. Des fois, il faut parler. Mais c'est purement fonctionnel. Il n'y a rien à décrire, ce qu'on sent au niveau du cœur, qu'est-ce qu'on peut décrire? Au plus vous allez explorer la vie, au moins vous pourrez parler. Les gens qui parlent, c'est qu'ils n'ont rien senti. Au plus quelqu'un parle, au plus c'est qu'il ne sent rien. C'est complètement imaginaire. Les gens qui parlent toujours de ce qu'ils ont senti, ils ont senti ça, ils ont senti ça, ils ne sentent rien du tout. C'est complètement imaginaire. Moi, je connais des tas de gens, je rencontre, ils me décrivent, ils disent voilà, le matin, ils sentent l'énergie, ils sentent la Kundalini qui monte, ils n'ont jamais rien senti, c'est complètement imaginaire. C'est respectable. Mais quand le senti vient vraiment vivant, le senti vient avec un silence. Ce silence va cadrer le senti. Ce silence va permettre au senti d'être non mental. Il y a vraiment l'intensité, mais il n'y a plus de langage. Exceptionnellement, des fois, une parole peut venir. Mais le yoga est un art solitaire. Il n'y a pas de convivialité dans le yoga, parce que vous ne pourrez jamais parler. Vous ne pourrez jamais exprimer. Il n'y a pas à le faire.
C'est comme quand vous allez à l'opéra, au théâtre, vous pouvez exprimer ce que vous avez senti. Quand vous regardez un coucher de soleil, vous pouvez exprimer ce que vous avez senti. Il y a quelques personnes exceptionnelles, les poètes, qui peuvent des fois exprimer ce qu'ils sentent. Il faut vraiment un don. Si on n'a pas de don, on reste silencieux, parce que qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, ne cherchez pas les mots, mais si un jour vous lisez les textes traditionnels, vous allez comprendre pourquoi telle tradition employait tel mot, pourquoi notre tradition employait d'autres mots, ça pointe de la même... Tous les êtres humains ont la même expérience. Quelle que soit l'époque, il y a 1000 ans, il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, 3000 ans, tout le monde, on vivait les mêmes choses. Donc vous ne perdez pas dans la recherche de mots. Plus dans nos langues modernes, il y a très peu de mots. Déjà, si vous connaissez le sanskrit, ou le chinois, ou le perse, ou l'arabe, vous allez déjà avoir un vocabulaire qui est beaucoup plus... Dans le bouddhisme tibétain, il y a 18 mots pour désigner l'énergie. En Inde, c'est pareil. Et encore, chaque école en Inde a une spécificité. Dans le Shiva du Cachemire, on va vous parler des 12 kalis, qui sont les 12 émissions, résorption de l'énergie, etc. Et chaque kali contient elle-même 12 fragmentations. Mais c'est sans fin. Alors ça peut avoir une valeur pour la beauté d'un système philosophique. Parce que comme tous les systèmes indiens sont basés sur les phonèmes, dans le nombre de différents phonèmes, chaque système va se baser sur les 54 lettres, etc. Il y a plusieurs possibilités de l'alphabet pour justifier les différentes étapes de l'énergie, depuis la première émission, le A, et ensuite la dernière, le A, la résorption. Mais c'est sans fin. On laissez ça aux ethnologues. Pour ce qui est de votre ressenti, il n'y a rien à dire. Des fois, on peut bavarder. Voilà, on peut très bien dire, j'ai senti ça. Mais voilà, mais vous pourrez dire très peu de choses. Ce qu'on peut dire, c'est laissez mourir le senti. Quoi que vous sentiez, ce qui est plus important que ce que vous sentiez, c'est la résorption de ce senti. Ça, c'est très important. Vous devez être présent quand la sensation d'énergie se déploie en vous, et dans votre présence, cette énergie va se mourir en vous. C'est ça qui est très important. Ce qu'on ressent est une sorte de concession. C'est le mouvement de la différenciation et ensuite la résorption qui est important. Vous devez vivre sciemment l'émission, le point culminant et la résorption de l'énergie. Comme celui qui pratique le mantra va vivre la prononciation du mantra, l'expansion et la résorption des différentes sonorités, toutes les prolongations subtiles du mantra se résorbent à un moment donné dans le silence. C'est ça qui est important. Donc, quelle que soit la perception de la vibration, c'est la résorption de cette perception qui est importante. Donc, l'accent est mis sur l'écoute dans laquelle l'énergie se déploie et se résorbe. Et non pas sur l'énergie. Dans les voies yogiques, on met l'accent sur l'énergie. Mais on arrive à une espèce souvent de saturation de l'énergie, souvent de blocage, où le yogi se trouve dans une énergie qui rend difficile la vie fonctionnelle. Dans l'approche directe, on met l'accent sur la résorption. Donc, quelle que soit l'énergie qui se déploie, je suis l'espace dans lequel cette énergie va à un moment donné se mourir. Cette énergie se meurt dans le silence du cœur. C'est là qu'elle trouve sa véritable place. Donc, je dis, moi, au début, dans le yoga, on met l'accent sur ce qu'on sent. On dit aux gens, on se sent ici. On est très sensible. Qu'est-ce qui se passe là? Sentir aux réactions. Et ça, c'est l'introduction au yoga. Quand la personne a mûri, on va lui dire, quoi que tu sentes, ça n'a aucun intérêt. Soit l'espace dans lequel le senti apparaît et disparaît. Mais les premières années du yoga, on pousse l'élève
à sentir ses réactions, à sentir l'attention. Mais c'est le début. C'est pas ce qu'on sent qui est important. On met l'accent sur l'objet pour sentir l'espace dans lequel l'objet se résorbe. Et quand l'objet se résorbe, le sujet qui perçoit se résorbe également, parce qu'il ne peut pas y avoir de sujet sans objet. Quand il n'y a plus ni sujet ni objet, il y a tranquillité, non-séparation. Donc, ne vous inquiétez pas si vous ne trouvez pas les mots pour décrire ce qui est là pour mourir. Parfois, lorsque il y a la joie qui apparaît ou la beauté qui apparaît, il y a un mouvement du cœur qui fait qu'on a envie de dire merci, d'exprimer une forme de gratitude, de reconnaissance. Mais s'il n'y a pas de dualité, est-ce que ça a un sens? Qu'on peut faire avec ce mouvement du cœur? Finalement, la vie, c'est de remercier. Donc effectivement, quand on est ouvert à la perception, il y a naturellement le remerciement. La forme la plus extrême du remerciement, c'est le travail. Jean Klein disait, travailler, c'est remercier. Donc celui qui est militaire, celui qui est banquier, celui qui est prostitué, celui qui est agriculteur, son travail, c'est ça son remerciement. On vous a donné la chance de vivre la beauté et vous remercier en aidant la société selon vos caractéristiques. Donc l'action, c'est le remerciement. Donc c'est tout à fait organique. Ne vous occupez pas de dualité, non-dualité, c'est des concepts éculés qui n'ont aucun sens. Tous les textes, tous les maîtres non-duels ont fait des hymnes de célébration. Shankara a fait des hymnes à Ganapati, a fait des hymnes à Surya, à Lakshmi, à Vishnu et à Shiva. Abhinavagupta a fait des hymnes à Bhairava, à Siddha Lakshmi, etc. Donc, les maîtres les plus non-duels ont toujours fait des hymnes duels. Pourquoi ? Parce que la dualité, c'est l'expression la plus plénière de la non-dualité. La dualité ne peut pas s'exprimer. C'est le silence du cœur. Comment ce silence du cœur s'exprime? C'est la dualité. Dans l'expression, c'est la célébration de la non-dualité. Mais l'expression est toujours duelle. C'est pour ça que Rumi, des fois, dans le Mesnaoui, se présente comme étant l'adorateur, comme étant des fois l'adoré. Des fois, il s'afflige d'avoir perdu Dieu, des fois, il se réjouit d'avoir retrouvé Dieu. Ça, c'est le jeu de la dualité qui est l'expression la plus plénière de la non-dualité. Même Abhinavagupta, dans le Tantraloka, pas dans le Tantraloka, mais dans certains hymnes, se plaint également de Dieu qui l'abandonne et puis qui retrouve. Ibn Arabi fait de même. Donc, cette dualité est l'expression directe de la non-dualité. Donc, il ne faut pas avoir peur de la dualité, ça n'existe pas. Mais la non-dualité ne s'exprime pas, donc quand on s'exprime, ce qu'on exprime, c'est la non-dualité, mais toujours sous forme duelle, parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Mais l'expression la plus ultime du remerciement, c'est le travail. Le médecin, le militaire, le boulanger, le charcutier, chacun fait son travail, c'est ça le remerciement. Quand vous faites le ménage, quand vous occupez du jardin, c'est ça le remerciement. Selon vos caractéristiques, pas selon ce que vous aimez faire, mais selon ce que vous êtes fait pour faire. De mener à bout vos capacités, c'est le remerciement de la vie. C'est pas personnel. Puisque le corps n'est que projection, qui fait les projections? Quand il pleut, qui pleut? C'est pas parce que la sémantique donne un sentiment de personnalisation que ça existe. Vous constatez, il y a projection.
Mais il n'y a pas quelqu'un qui projette. Il y a quelqu'un qui dit projection. Mais pourquoi voulez-vous qu'il y ait quelqu'un? C'est une forme de représentation. Votre cœur bat, vous ne dites pas je bats, je bats, je bats, non, ça bat. Si je vous dis, mais qui c'est qui bat? Vous n'allez pas dire je bats, non, le cœur bat. Quand vous marchez, vous ne dites pas je marche, je marche, je marche, non, ça marche. Et quand vous pensez, vous ne dites pas je pense, je pense, je pense, non, ça pense tout seul. On vous montre une image d'un nouveau massacre là, vous pensez à ça, on vous montre l'image de paysage magnifique, vous pensez à ça. Vous êtes pensé, vous ne pensez pas. Il n'y a pas de penseur. Le penseur, c'est une pensée. C'est pas parce qu'il y a pensée qu'il y a un penseur. C'est pas parce qu'il y a marche qu'il y a un marcheur. Pas parce que le cœur bat qu'il y a un batteur. Vous ne dites pas je circule, je circule, je circule. Non, il y a circulation dans le corps. Pourquoi vous voulez s'approprier des choses? C'est la sémantique qui nous oblige, on va dire, de dire je. Voilà, c'est une manière de parler, mais il ne faut pas le prendre au sérieux. Quand vous dites je pense, vous ne croyez quand même pas penser personnellement. Il n'y a personne qui pense. Vous ne pensez rien du tout. C'est toutes les informations qui ont été enregistrées dans votre cerveau qui font que vous pensez ça, mais ce n'est pas personnel. Il n'y a rien de personnel. Il n'y a jamais rien de personnel. Il n'y a rien de personnel dans votre corps. Votre foie, votre rate, votre pancréas, il n'y a rien de personnel. Votre cerveau, il n'y a rien de personnel. Regardez tous les albums photos de votre famille, on va trouver les mêmes schémas, les mêmes pathologies, les mêmes capacités, etc. C'est pas personnel. Non, le jeu, c'est une manière de parler conviviale, on va dire. Pourquoi pas? C'est pas naturel d'ailleurs. L'enfant, on doit l'apprendre le jeu à l'enfant. À 2-3 ans, l'enfant dit John a faim, John n'est pas content, Gertrude a mal, Gertrude a faim, etc. Puis les parents disent tu as faim, tu as mal, etc. Comme tu es belle, comme tu es bête. Et petit à petit, l'enfant s'approprie les. Et on dit I am John. Mais c'est complètement imaginaire. Il n'y a pas de John. C'est une manière de parler culturelle. C'est pour ça que d'ailleurs que dans beaucoup de langues, l'arabe, le perse, mais également l'hindi, par exemple l'ourdou, le nom de famille est très important. On ne sait pas qui est qui, parce que c'est l'ensemble qui est important. Presque tous les musulmans s'appellent pareil. Et en Inde, c'est la même chose. Les noms individuels sont tout à fait secondaires. On ne sait pas de qui on parle souvent. Quand on est en Orient, tout le monde s'appelle pareil, mais justement parce qu'il n'y a pas de séparation. La personnalisation, c'est une chose culturelle. En Occident, elle vient avec la décadence de la Renaissance. La plupart des musiques écrites pendant le Moyen-Âge ne sont pas signées. La plupart des vitraux ne sont pas signés, les chansons de gestes ne sont pas signées. Puis à un moment donné, décadence, l'humanisme qui arrive. Et alors les artistes sont obligés de s'approprier leurs œuvres, signent leurs œuvres. Mais avant, les premières musiques occidentales ne sont pas signées. Parce que justement, elles sont passées à travers quelqu'un qui ne se prenait pas pour l'auteur. Très souvent, les peintres n'aiment pas signer leur tableau. Ils le signent parce qu'il faut les vendre, il faut bien vivre. Mais ils n'ont pas envie. Parce qu'ils savent très bien que ça ne vient pas d'eux. Ils sont un canal. La personnalisation, c'est une denrée culturelle. Ce n'est pas une réalité objective.
plus je vis coupé de la réalité, au plus évidemment je me situe dans cet imaginaire. À ce moment-là, je me prends pour une personne, je vais défendre cette personne, je vais affirmer cette personne, je vais avoir raison, je vais être reconnu, je vais être aimé, je vais être respecté, je vais être compris. Et ensuite, les psychologues arrivent pour essayer de... voilà. Mais si vous réalisez qu'il n'y a pas de personne, c'est une représentation. Votre carte de visite est vierge. C'est sur l'instant qu'elle se remplit. Si le feu prend chez vous, vous devenez pompier. Quand le feu éteint, le pompier s'éteint également. Quand il faut arroser une plante, vous devenez arroseur. Puis quand la plante est arrosée, il n'y a plus d'arroseur. Ce que vous êtes apparaît sur l'instant, disparaît sur l'instant. Quand votre fils rentre dans la pièce, le père apparaît, le fils sort, le père disparaît. On n'est pas un père, on n'est pas un fils, on n'est pas une mère, c'est la situation. Vos parents arrivent, ou l'enfant arrive, les parents claquent la porte, l'enfant disparaît. C'est la situation qui nous donne nos caractéristiques. Donc il n'y a rien à se prendre. Vous n'êtes ni une personne, ni un père, ni une mère, ni un amant, ni un enfant, ni un parent, ni tout ça, c'est la situation qui vous crée comme ça. Et vos employés, vous êtes un patron, avec vos patrons, vous êtes un employé, mais qu'est-ce qu'on est profondément? Ni l'un ni l'autre, c'est la situation qui me décrit comme ça. Pour un animal sauvage, je suis une proie, pour une libellule, un moustique que j'écrase, je suis un monstre. C'est l'environnement qui me définit. Qu'est-ce que je suis vraiment? Pour le moustique, je suis un monstre. Pour l'animal qui a faim, je suis une bénédiction. Pour celui qui est plus intelligent que moi, je suis idiot. Celui qui est plus bête que moi, je suis intelligent. Et qu'est-ce que je suis? S'il n'y a personne à côté de moi, ni d'intelligent, ni bête. S'il n'y a pas un animal qui a faim, s'il n'y a pas un moustique qu'on écrase. On n'est rien du tout. C'est la situation qui me définit. La situation s'arrête, la définition s'arrête. Pour la personne, c'est un espace vide dans lequel toutes les caractéristiques apparaissent. Des fois, la stupidité apparaît, des fois l'intelligence apparaît. Mais ce n'est pas parce que la stupidité apparaît en moi que je me sens que je suis stupide. C'est pas parce que l'intelligence apparaît que je me sens intelligent. C'est sur l'instant. L'instant d'après, je serai le contraire. Des fois, la lâcheté apparaît, des fois, le courage apparaît. Je ne suis pas lâche, je ne suis pas courageux. Je suis l'espace dans lequel je vois des fois des moments de lâcheté, des moments de courage, des moments d'affirmation, des moments d'ouverture, des moments de peur, des moments de fabrication. Et je ne suis pas fabriqué, je ne suis pas je ne suis rien du tout. S'imaginer être quelqu'un, quelque chose, c'est complètement un imaginaire. C'est d'une peur. C'est pas parce que vous avez un passeport français que vous êtes français. Le passeport est français. Vous allez vivre 5 ans en Amérique, vous avez un passeport américain. Vous n'êtes pas obligé de vous imaginer américain. Si vous avez assez d'argent, vous pouvez aller à Singapour, vous avez un passeport singapourien, vous n'allez pas vous imaginer, etc. Le passeport peut changer, mais vous ne changez pas. Alors quelle est votre nationalité? Vous n'avez pas de nationalité, c'est le passeport qui est une nationalité. C'est la peur qui crée cette forme d'appropriation. Mais il est respectable. Celui qui croit à la personne doit vivre son expérience, comme celui qui croit en Dieu, celui qui croit à la démocratie. Il y a des tas de gens qui croient à des choses. Il faut respecter ces choses-là. Donc ici, on ne vous demande pas de mettre en question vos convictions. Si elles sont là, il faut les respecter, il faut les explorer au maximum. Et en explorant ces convictions, celui qui croit au Père Noël, il va explorer le Père Noël et puis un jour va
peut-être changer d'avis. Et c'est que son exploration qui va le faire changer d'avis. Si quelqu'un lui dit mais il n'y a pas de Père Noël, c'est une forme de violence. Il faut explorer. Dans l'approche tantrique, on ne vous demande jamais de changer quoi que ce soit. On ne vous demande pas de devenir quoi que ce soit. On vous demande d'explorer honnêtement votre fonctionnement, vos croyances. Croyez en Dieu, c'est super. Vous croyez pas en Dieu, c'est super. Croyez à la personne, c'est super. Vous croyez pas à la personne, c'est super. C'est des croyances dans tous les cas. Ça n'a pas d'importance. C'est bidon ce qu'on croit. C'est tellement à la surface des choses. C'est que vous croyez complètement... c'est rien. On prend un marteau, on l'écrase sur votre genou, vous allez là, vous ne croyez plus rien, il n'y a que le genou. La pensée est tout à fait superficielle. Donc ne rien changer à ses croyances, mais les explorer intensément, et à un moment donné, vous allez voir, il y a peu de croyances qui vont rester. La croyance à la personne est quelque chose qui part très, très vite quand on explore. Et tant qu'on a cette conviction de je suis quelqu'un, I am John, c'est pas un problème. Que même quand vous le croyez, c'est pas pour ça que ça existe, il n'y a pas de problème. Donc c'est facile, sinon on ne demande rien. C'est une approche sans demande. Tout ce que vous faites est juste, beau. Explorez-le intensément. Regardez votre fonctionnement amoureusement. Pourquoi amoureusement? Parce que vous n'avez rien d'autre à vous mettre sous la main. Et vous n'aurez jamais rien d'autre jusqu'à votre mort. Et quand vous serez sur votre lit de mort, vous n'aurez toujours rien d'autre que votre fonctionnement à observer. Et quand on observe ce fonctionnement, il y a des constatations qui se font. Et des fois, des convictions qu'on avait profondément, qui étaient vraiment ancrées en nous, qui étaient, des fois, sont mises en question. Mais elles doivent l'être par l'expérience, par l'évidence, pas par une croyance, pas parce qu'on vous dit ça n'existe pas, on s'en fout ce qu'on vous dit. Il ne faut jamais croire ce qu'on vous dit. Moi, je crois jamais ce qu'on me dit, ça ne m'intéresse pas ce qu'on me dit. Ce qui m'intéresse, c'est quelle est mon expérience. J'écoute ce qu'on me dit. Ensuite, je vois comment ça résonne. Mais à la fin, il n'y a que l'expérience. Et si on prend la tradition indienne, l'expérience doit être corroborée par deux éléments. L'expérience doit être corroborée par quelqu'un qui a vécu cette même chose et corroborée dans les textes. Si quelque chose n'est pas dans les textes, pas corroboré par celui qui l'a vécu, ou n'est pas, si je ne l'ai pas vécu moi-même, on considère que l'expérience n'est pas totale. Mais on n'est pas obligé de s'approprier la tradition indienne. Est-ce que l'âme relève de l'expérience ou de la croyance? C'est un mot chrétien finalement. Donc ça dépend ce que vous mettez dans ce mot. Sur un plan en Orient, on ne croit pas en une âme individuelle. Il y a une expression qui est individuelle, bien sûr. Mais ce que vous êtes profondément n'est pas individuel. Donc vous allez explorer apparemment votre fonctionnement individuel pour vous apercevoir que c'est une forme de célébration, c'est une forme de concrétisation de quelque chose qui est au-delà de la personne.
la notion d'âme individuelle ne fait pas partie de l'approche orientale, en tout cas traditionnelle. Elle fait partie de l'approche religieuse. Donc elle est tout à fait présente dans le vishnouisme religieux du centre de l'Inde, dans le shivaïsme également du centre de l'Inde. Mais de la point de vue métaphysique, si on voulait employer le mot Atman pour l'âme, l'Atman n'est pas personnel. C'est une représentation de l'absolu dans un espace-temps conditionné. Mais il n'y a pas d'âme individuelle. Shankara dit très clairement dans les textes, c'est Shiva qui se réincarne. C'est le Dieu qui se réincarne, c'est pas une personne. Mais peu importe, parce que finalement, ce qui est important, c'est ce que vous sentez. Donc vous allez explorer ce que vous sentez, si vous croyez à vous-même sous forme d'âme, pourquoi pas. Explorer le fonctionnement de ce que vous appelez l'âme, et ce qui est important, c'est votre propre évidence. Et l'exploration va amener une forme de simplification pour que ce ne soit plus une croyance, que ce soit une expérience effective. Donc nous, on n'a pas de notion de ce qui pourrait être. Tout ce que je pourrais dire, c'est comme ça, c'est une forme de conceptualisation. Justement, c'est pas comme ça. C'est aussi comme ça, selon certains points de vue. Donc vous devez accepter de quitter la pensée linéaire, la pensée qui comprend la pensée de cause à effet, la pensée sujet-objet, pour vous ouvrir à une forme de disponibilité dans laquelle la pensée a très peu de place en tant que moteur de recherche. Elle peut avoir une place en tant qu'expression de ce qui se présente, mais pas comme moyen. C'est-à-dire qu'on ne va pas réfléchir. Quand je réfléchis, je cherche dans la mémoire. Ce qui est important, c'est le neuf, l'inconnu. L'inconnu, je peux uniquement être ouvert à l'inconnu. Je ne peux pas chercher l'inconnu. Donc la notion de réflexion, la notion de recherche va être remplacée par une notion de disponibilité, d'écoute, dans laquelle vous verrez si ce concept d'âme a sa place ou non, mais de manière expérimentale. Acceptez la réponse de personne. Quand vous dites oui ou non, et alors qu'est-ce que ça peut faire? Ce que je vous dis n'a aucun intérêt. Ce qui est important, c'est votre propre expérience. De trouver des outils qui vous amènent à une conclusion expérimentale. Et c'est quoi l'outil? C'est l'écoute. Il n'y a pas d'autre outil que l'écoute. Écoutez votre vie, votre fonctionnement, comment vous fonctionnez intimement, d'instant en instant. Et tout ou tard, vous allez vivre une forme de clarification. Là, vous verrez si ce mot il est justifié ou non. Passez une bonne soirée.